Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté, durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés, des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments, mis bout à bout, qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous présenter leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Lors de ce 5e épisode, je vais m'entretenir avec Jonathan Schlegel, personnalité bien connue à Mulhouse et notamment dans le monde de l'événementiel. Ce podcast a été créé grâce au soutien de Florent Perrard, agent général d'assurance Allianz à Sulz, Ensisheim et Wittenheim. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur et bonne écoute. Donc Jonathan Schlegel, j'ai 35 ans cette année et je suis chef d'entreprise depuis 15 ans. 15 ans, ok. Et alors justement, avant d'être chef d'entreprise, j'imagine que tu as fait d'autres choses. Quel a été ton parcours déjà niveau scolaire? Tu as fait des études qui peut-être t'ont servi ensuite ou pas du tout? Tu peux nous expliquer un petit peu? Le cursus que j'ai eu, c'était donc d'être dans la vente. Et souvent on dit, tiens, tu as une voie de garage, tu n'es pas très bon dans plein de choses, donc du coup va faire de la vente parce que c'est souvent la voie de garage, quoi. Et donc du coup je me suis retrouvé après mon BEP à faire de la vente, et donc du coup j'ai travaillé en alternance parce que j'avais la bougeotte. J'aimais pas rester assis à écouter sans être dans l'action. Et donc du coup je suis vraiment un fervent, je plébiscite beaucoup le mode de l'alternance parce que je trouve que c'est idéal pour être en même temps sur le terrain et en même temps avoir la théorie. Et donc du coup j'ai rejoint l'école Proforma, anciennement Cresa. Et donc du coup j'ai pu faire mon bac pro vente, mon BTS, et ensuite j'ai pu monter mon entreprise. Ok. Proforma, ils sont ici à Mulhouse, il me semble. Proforma est à Mulhouse, au parc Gluck. Et donc du coup j'ai fait en alternance chez Castorama d'abord dans un magasin, et ensuite j'ai rejoint le groupe Tertio qui est une régie publicitaire qui s'occupe des radios RTL2 Dreieckland sur l'Alsace. Et donc du coup je me suis occupé donc de gérer des campagnes de publicité pour les entreprises qui voulaient utiliser le média radio pour communiquer sur leur actualité. Okay, belle expérience, j'imagine, parce que c'est pas forcément facile de trouver des clients là-dedans. Oui, alors c'est pas facile parce qu'en plus, moi j'avais la petite tête de genou sans aucun poil sur les joues, donc du coup quand t'as 20 ans et que tu parles de stratégie avec des boîtes qui font ça tous les jours, des responsables marketing, c'est sûr que c'est pas évident, donc il faut bien bûcher son dossier pour quand même avoir de l'expertise quand on parle. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant cette régie publicitaire, moi, m'a beaucoup formé. Franchement, encore une fois, l'alternance est vraiment le bon mode pour apprendre, être coaché par. J'avais Carole Beck qui était ma responsable commerciale et qui m'a beaucoup appris, et Agnès Martin qui est donc le gérant de Tertio et qui du coup a investi pas mal d'argent dans la formation. Parce que c'est l'image de la régie publicitaire, donc il avait tout intérêt à ce que les commerciaux savent de quoi ils parlent, et que bien sûr pour fidéliser les clients, que ce que tu proposes aux entreprises en termes de publicité soit cohérent pour que les inciter à continuer parce qu'ils ont des résultats et un retour sur investissement. Et toutes ces choses-là, quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas forcément la portée de tout ça, mais ça comble par le grain de folie. Je dirais, quand tu es jeune, tu as le grain de folie, tu as l'audace de contacter des grands comptes, des grands clients, etc. Et en disant oui, mais pas de souci, je sais que vous travaillez avec nos confrères, mais j'ai des choses à vous présenter. Notre régie est dynamique, et franchement, une très très bonne expérience. Et encore aujourd'hui, je les remercie beaucoup parce que ça a fait ma personnalité d'aujourd'hui, quoi. On va dire que toutes les rencontres que j'ai faites dans mon passé m'ont forgé, et je suis un peu le résultat de toutes ces rencontres professionnelles. Alors c'est vrai que c'est comme tu le disais, là, t'es comme ça au contact des fois de grands comptes, de grandes entreprises. C'est un métier où il faut pas être timide.
Toi, c'est quelque chose qui t'a jamais gêné ou justement c'est quelque chose que t'as combattu à un moment ou à un autre? Alors franchement, pas du tout, pas de problème à ce niveau-là. Je suis quelqu'un de très social, j'adore le contact humain. Et quand tu pars du principe qu'un rendez-vous client ou un rendez-vous avec un partenaire, c'est de l'échange, c'est de la richesse et c'est de l'échange en fait d'informations. Autant toi tu apportes sur la table, donc faut préparer, comme je disais, un maximum. C'est-à-dire que faut pas venir les mains dans les poches en attendant que ça se passe et en attendant que l'autre t'enrichisse. Il faut aussi toi venir avec des éléments, des exemples, en faisant de la veille, benchmark, en regardant ce qui se fait, effectivement, en préparant son dossier tout simplement avec la culture du client. Et une fois que tu as cette relation qui est installée, où il y a un échange qualitatif parce que il y a de la matière intéressante, que ce soit au niveau réflexion, au niveau opérationnel, du coup après ça se fait assez naturellement. Et moi je suis du coup un commercial relationnel, donc quoi qu'il se passe, qu'on travaille ensemble ou non, je vais toujours essayer d'avoir le côté savoir vraiment qui est la personne que je rencontre, quelles sont ses passions, comment il en est arrivé là. Comme aujourd'hui, l'interview que tu fais, c'est vraiment top parce que tu t'intéresses à la personnalité des gens en dehors de leur statut. Et donc du coup, je pense que c'est aussi un élément clé pour un commercial d'avoir envie de connaître l'autre avec une vraie culture de la curiosité, pas malsaine, mais juste pour comprendre à quel niveau on peut se rejoindre, quels sont nos avis divergents, pourquoi argumenter, et aussi qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on est capable de travailler ensemble aujourd'hui ou demain, quoi. Et donc après cette première expérience où tu disais tu as directement créé une entreprise, c'est ça? Oui, alors j'ai quand même fait 1 an, donc j'ai fait 3 mois au journal Le PAM, les petites annonces pour ceux qui connaissent Mulhousienne, et ils n'ont pas pu gérer le virage internet. Donc moi c'était vraiment au moment où il y avait le Bon Coin qui sortait, le fameux site internet et application, et aussi toute la partie digitalisation des campagnes com. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les petites annonces, le PAM, mais ça n'a pas pris. Donc du coup j'ai fait 3 mois chez eux, et ensuite j'ai fait 1 an dans la grande distribution. Je m'occupais pour le groupe Nestlé en Alsace de faire du merchandising sur leur filiale pet food, tout ce qui est alimentation chien et chat. Et alors m'explique pas pourquoi, mais aussi les céréales. Alors, je sais pas pourquoi c'était relié, mais je m'occupais donc des marques Nestlé céréales plus aussi le pet food. Et le but du jeu c'était en fait de faire du merchandising, promouvoir et mettre en avant les marques de Nestlé dans les grands magasins. Et donc du coup j'ai appris aussi la culture de tout ce qui est animation en tête de gondole, facing, merchandising, mettre les produits à la hauteur des yeux. Plus t'as de facing devant toi, plus t'as envie de prendre ce produit, donc ça peut inciter les gens à consommer ce produit par rapport à un autre. Donc il y a aussi toute une stratégie et une culture dans ces grands magasins que j'ai pu apprendre à travers Nestlé. Et effectivement j'ai fait ça pendant 1 an, mais ça m'a pas plus attiré parce que on va dire qu'il y avait une ambiance assez morose. Faut savoir que les chefs de rayon qui étaient mes acheteurs ne sont pas les gens les plus joyeux au monde. S'il y en a certains qui m'écoutent, j'ai beaucoup d'empathie envers vous, mais je sais que voilà, le matin, quand il faut installer le rayon à 7h du matin et que tu as des employés qui viennent pas parce que c'est un métier dur, donc du coup il faut trouver des intérimaires en dernière minute, que effectivement tu as une pression à la fois des chefs de secteur et des clients qui sont assez compliqués aussi à contenter. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié ce rapport qu'on avait, qui était aussi un rapport, bien sûr, un bras de fer entre la grande distribution et le fournisseur. Donc du coup, pour plusieurs raisons, j'ai décidé d'arrêter et je me suis associé à Olivier Pépin. C'était ma première entreprise, donc une agence d'affichage dynamique. Donc c'était il y a 13 ans. Et donc du coup, l'affichage dynamique, ce sont des écrans plats qu'on voit un petit peu partout maintenant au niveau des caisses, dans les magasins, au niveau de même la station-service. Quand tu vas mettre de l'essence et que tu n'as rien à faire d'autre que d'attendre que ça se remplisse, et ben tu as des écrans qui du coup te communiquent de l'information.
Et donc il y a 13 ans, la technologie se faisant avec des serveurs et les joies d'Internet, on a créé un réseau sur Mulhouse de 80 écrans et on cultivait l'information dessus en faisant des chaînes de télé dessus internes en fait à l'entreprise où il y avait l'écran, donc Gymnase Fitness Club, il y avait des écrans Alba dans les restaurants pour communiquer sur ce qui se passait le week-end ou la carte des desserts ou le plat du jour. Voilà, l'idée c'était de cultiver l'information et en même temps d'insérer de la publicité à l'intérieur, quoi. Okay. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. D'accord. Alors par contre, tu étais au départ salarié, j'imagine. Et là, tu passes créateur d'entreprise. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi tu t'es lancé dans cette création plutôt que de continuer peut-être en tant que salarié? Il y a quelque chose qui te manquait? Il y a quelque chose qui... Alors moi j'appelle ça l'ascenseur social. Je me dis quand moi j'avais un BTS et encore je l'ai loupé mon BTS à la fin de mes études parce que j'étais trop pris par mon travail. Donc du coup quand tu n'as pas forcément de grandes études ou que tu n'es pas un fils de quelqu'un qui a déjà une certaine situation, tu vises l'ascenseur social et tu te dis t'as la manière normale avec les grilles de salaire que tu connais dans les sociétés où tu rentres par la petite porte et tu grimpes les échelons. Où il y a le mode beaucoup plus aventure, comme Indiana Jones qui doit chercher le trésor perdu. C'est un peu ça, être chef d'entreprise, c'est le grain de folie d'Indiana Jones, de ne pas connaître l'environnement dans lequel tu vas, parce que chef d'entreprise, il n'y a pas de formation qui existe, il n'y a pas d'école liée à ça. Et donc du coup, quand tu es primo-entrepreneur, quand c'est la première fois que tu fais ça, du coup, tu vas avoir avec ce grain de folie l'envie de chercher à faire des choses, à créer et à dynamiser ton réseau, activer tous tes contacts, jouer la recommandation, t'entourer de gens compétents qui sont parce qu'un chef d'entreprise n'est pas parfait dans tous les domaines. Donc du coup, tu vas chercher à t'entourer de comptables, d'assureurs, de commerciaux quand tu es plutôt dans le domaine technique ou artistique, tu as plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la partie commerciale ou marketing. Donc tu t'entoures de toutes ces personnes-là pour créer et imaginer que grâce à ça, tu vas pouvoir mieux vivre et en toute liberté, on va dire, parce que tu es libre de travailler 50 heures, si tu le veux. C'est souvent le cas. Faut pas croire qu'être chef d'entreprise, c'est travailler moins. En tout cas, pas au début. Ça se fait au bout d'un moment si tu es bon dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de concessions. Moi, je me rappelle que j'ai pris quand même 2 ans et demi pour faire en sorte que mon activité soit rentable. Donc ça veut dire que pendant 2 ans et demi, il faut savoir jouer avec sa vie privée, consolider ses frais fixes, peut-être moins partir en vacances, moins consommer, parce que tu te dis ok, le jeu en vaut la chandelle, donc j'investis dans l'hypothèse de faire un business plan qui soit et un prévisionnel réussi et que ça fonctionne comme tu le veux. Mais ça fonctionne jamais comme on le voudrait, quoi. Entre toutes les hypothèses à la banque ou dans ta tête, jamais le plan A, c'est toujours le plan B, le plan C qui fonctionne. Alors tu disais justement, c'est quand on est chef d'entreprise, il faut savoir s'entourer. Mais quand on est jeune, qu'on démarre, qu'on crée sa première entreprise, on ne le sait pas forcément, ça. C'est des choses que tu as appris sur le tas. Tu as eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui t'ont tout de suite bien conseillé. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est comme dans la construction d'une maison. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, je crois que c'est au bout de la 4e maison que tu es incollable sur ce qui est très important dans une maison et que ça roule comme sur des roulettes. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas rencontrer des personnes qui sont aussi des consultants, qui vont te dire des choses, mais ça s'avère ne pas être adaptable à toi ou cohérent par rapport à ta situation. Donc du coup, tu commences à des fois aussi à douter de ton feeling ou de ton avis sur les différents sujets. Et ça, c'est très grave parce que la psychologie d'un chef d'entreprise, c'est ce qu'il y a de primordial, c'est l'énergie, le carburant qui te fait avancer. Je sais qu'un chef d'entreprise qui se lève du mauvais pied le matin, sa journée sera beaucoup moins productive. Ce sera pas une bonne journée et c'est vrai que la psychologie joue beaucoup.
Et on a dans notre métier, on doit tous les jours prendre des décisions importantes. Et des fois, quand tu prends des mauvaises décisions, tu doutes. Et de ce doute-là peut engendrer pas mal d'émotions négatives pour ton travail. Donc du coup, au début, quand tu es chef d'entreprise, tu vas beaucoup, c'est formateur. Et donc du coup, tu apprends beaucoup, en rencontrant les gens, en échangeant, en testant, comme un laboratoire. Tu testes énormément de stratégies et tu apprends aussi ce que ça t'a coûté, ce que ça en termes de temps ou d'argent, de ressources. Et de là, tu peux tirer des conclusions, sachant que ces conclusions-là sont aussi éphémères parce que ce que tu fais il y a 10 ans n'a plus les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Donc du coup, je pense que c'est l'école, c'est en faisant, c'est en étant sur le terrain, en étant chef d'entreprise ou en accompagnement à un chef d'entreprise. Et là, je remercie aussi les conjoints, la famille derrière qui aident énormément, quoi. Donc justement, cette première expérience, tu disais, elle a duré 3 ans. Comment est-ce que ça s'est arrêté ? C'est au niveau de l'entreprise elle-même qui s'est arrêté ? C'est toi qui es parti ? Alors c'est moi qui suis parti. On était 2 actionnaires, donc co-directeurs. Et mon associé Olivier avait une vision, tirer le bateau dans un sens, dans sa vision. Moi j'avais une autre version du projet, du chemin pour arriver à l'objectif. Et au bout d'un moment, au bout de 3 ans, on s'est plus entendu sur l'organisation de l'entreprise. Et lui ayant beaucoup plus de facilité sur le média internet, vidéo, etc. Il a gardé le projet. Et moi je suis allé chercher un autre projet. Et là, j'ai passé 1 an à chercher ce projet. Et ça m'a pris quand même 1 an pour retomber sur aujourd'hui l'agence événementielle. Mais pendant 1 an, j'ai subi quand même pas mal de doutes sur aussi mes capacités professionnelles. On se pose plein de questions. Alors du coup, quand tu cherches, tu trouves pas forcément les solutions tout de suite. Et moi, je voulais ouvrir un laser game à ce moment-là. Et je n'arrive encore aujourd'hui pas bien à comprendre la différence qu'il y a entre être têtu et être persévérant. Donc pendant 1 an, j'ai cherché à ouvrir ce laser game. Donc je voulais ouvrir à Colmar. Il y avait de l'amiante dans le local, donc le propriétaire ne voulait pas prendre à sa charge le désamiantage. Donc c'était à moi de le racheter dans mon crédit, ça passait pas. À Strasbourg, il fallait que je sois associé à 4 personnes. Et à Mulhouse, il me manquait, je crois, 5 000 € d'apport personnel, quoi. Tout ça s'est un peu étalé sur 1 an. Donc pendant ces 1 an, c'était très compliqué parce que même d'un point de vue social, quand je rencontrais du monde ou les amis, j'avais du mal à parler de moi parce que je me disais moi j'avance pas, eux il se passe plein de choses dans leur vie tous les jours. Moi j'ai plutôt tendance à sortir du mercredi au dimanche faire la fête. Et donc du coup je me suis un petit peu renfermé sur moi. Et je m'en suis rendu compte qu'au bout d'un moment il y avait plus cette fameuse hargne de vouloir travailler, avancer et limite je me consolidais un petit peu dans cette situation un peu de doute, de pas trop savoir comment ça allait en disant j'attends. Et donc du coup au bout d'1 an je me suis quand même rendu compte que mon compte bancaire était à 0. Donc du coup il fallait quand même se bouger et du coup quand je suis tombé un peu par hasard dans le milieu de l'événementiel parce que toujours dans l'idée de faire un laser game, je me suis dit ok je peux pas ouvrir un laser game, je vais emmener des groupes dans un laser game et du coup ces groupes-là j'ai regardé comment ça se faisait d'être un peu intermédiaire entre une entreprise ou une agence de voyage et des lieux comme le laser game et du coup ça s'appelait agence événementielle. Donc du coup je me suis renseigné sur ça et c'est là où du coup il y a 10 ans maintenant j'ai démarré sous la première marque qui s'appelait Insolite Events et là sous Insolite Events je travaillais un peu à tous les niveaux pour les particuliers, pour les professionnels, donc des demandes en mariage, des enterrements de célibataires, des baptêmes, des événements professionnels aussi, mais je me suis beaucoup cherché aussi là-dedans, donc j'ai fait pas mal d'essais, j'ai testé pas mal de choses et on va dire que j'ai pris 3 ans là aussi pour vraiment savoir quel était le métier dans lequel je voulais exercer aujourd'hui, quoi. Donc ouais, effectivement, on est sur quelque chose d'assez différent de tout ce que tu avais pu faire auparavant. C'est aussi un risque de se lancer dans quelque chose justement de tellement différent. Je pense que la qualité que je me donne ou qu'on me donne, c'est d'être observateur
et de comprendre comment ça fonctionne, les différents business dans lesquels je suis rentré. Et une fois que tu comprends la musique, comment ça se joue, du coup à partir de là tu peux toi-même devenir artiste et toi-même comprendre à quel moment tu dois contacter tes clients dans l'année, à quel moment, avec quel produit, comment tu dois le présenter, voilà. Donc toute cette dynamique là, c'est avec le temps et surtout être observateur, autodidacte. Pour voir un petit peu les éléments. Je reviens sur le côté laborantin, tester des choses pour qu'après on puisse avoir des éléments concrets, parce que une agence événementielle à Mulhouse comme à Paris ou à Marseille est différente, le marché est différent, donc du coup il faut savoir aussi s'adapter à son marché, quoi. Ça c'est le marketing. Alors justement, en termes de concurrence, est-ce qu'il y avait de la concurrence déjà sur Mulhouse ou dans la région ? Ouais, alors de la concurrence dans le métier de l'événementiel, je dirais qu'il y en a toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, alors ça peut être des DJ qui étaient au devant de la scène et qui au bout d'un moment souhaitent toujours faire de l'événementiel mais différemment en tant qu'organisateur. Ça peut être une personne qui a organisé un mariage, son propre mariage, et qui se donne envie aussi de dire je veux organiser le mariage des autres. Donc du coup, toutes les semaines, on a des personnes qui rentrent dans ce secteur d'activité. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un œil nouveau qui arrive tous les ans, et on essaye de pas rester, de pas être has-been. Et donc du coup, encore une fois, tous les semaines, il y a des gens qui ouvrent des agences événementielles, mais après, toutes les semaines, il y en a qui ferment. Parce que c'est un métier qui est complexe d'un point de vue économique. Pour trouver son modèle économique, il y a beaucoup d'heures de travail qui sont non rémunérées. Et c'est souvent ces heures-là qui sont très compliquées pour le chef d'entreprise de gérer, parce que du coup, ça demande énormément d'heures de travail, mais du coup, à la fin, quand tu fais les comptes, quand tu enlèves toutes les charges de la société, souvent on se rend compte que c'est pas pérennisable d'un point de vue économique. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour que toi, justement, tu arrives à te démarquer et à perdurer jusqu'à aujourd'hui? Je pense que ce qu'on a mis en place avec InnoEvent, aujourd'hui c'est une franchise, c'est un réseau d'agences, et en mutualisant en fait nos différentes ressources, on s'est permis de se consacrer à uniquement ce qui est productif dans l'entreprise, c'est-à-dire conseiller, commercialiser et mettre en place l'événement. À travers le réseau InnoEvents, du coup, on a la possibilité d'externaliser le côté brainstorming, la conception des idées. On peut récupérer des dossiers dans d'autres agences. Aujourd'hui, il y a 32 agences en France qui sont regroupées sous la marque. Et donc, du coup, à travers ce réseau, ça nous permet d'être beaucoup plus performants dans ce qu'on fait. Du coup, on chasse les fameuses heures perdues au maximum pour justement être le plus productif possible. Et d'un point de vue psychologique, c'est intéressant parce qu'on se stimule, il y a un accompagnement entre nous, entre les chefs d'agence qui sont pas des concurrents finalement, parce qu'on est tous sur des départements différents. Et donc du coup, il y a un effet levier sur donc la psychologie du chef d'entreprise. Il y a un effet levier sur le temps de travail, parce que il y a beaucoup de choses qui sont processisées, beaucoup de choses qui existent déjà dans le réseau, donc on peut réutiliser. Et d'un point de vue commercial, on échange aussi beaucoup sur nos références clients et qui on travaille dans nos régions, dans nos secteurs, pour qu'on puisse bénéficier de l'effet recommandation. Et tous ces petits éléments-là font qu'aujourd'hui, une entreprise, une agence événementielle InnoEvents est rentable dans son travail, et ça permet aussi de chasser entre guillemets en meute des clients, parce qu'on est plusieurs, alors que si tu étais tout seul dans ta région, peut-être qu'un client ne serait pas intéressé par ton agence, parce que lui, il a plutôt une réflexion nationale, quoi. Alors tu parlais justement de process, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et qui peut s'adapter à n'importe quelle entreprise. On n'y pense pas forcément quand on travaille à son compte, on se dit j'ai envie de faire un peu comme je veux, etc. Mais finalement, c'est tirer des exemples justement de l'industrie, vraiment des grosses entreprises. Et si ça fonctionne là-bas, ça va forcément fonctionner pour une entreprise plus petite.
Donc toi, c'est quelque chose que tu as mis en place et qui fonctionne. Tout à fait, ouais. Je suis d'accord avec toi, Steve. C'est important de réfléchir en série. Parce qu'une tâche, quand t'es chef d'entreprise ou quand t'es dans un service n'importe lequel, faut toujours aussi imaginer si toi tu as un jour un accident, si toi tu as un jour une problématique personnelle, il faut que sans toi l'entreprise puisse fonctionner. Donc du coup, de ce constat-là, dès le début, dès que tu travailles sur un sujet dans ton entreprise, tu dois réfléchir pour que y ait déjà un script ou un détail qui est mis en place sur l'action et la décortiquer pour que entre guillemets n'importe qui puisse comprendre ce que tu fais et agir avec le process que tu vas mettre en place. Et quand tu vas réfléchir au process, tu vas aussi chasser les secondes, les minutes. Voilà, quand tu envoies un mail, il y a plein de solutions pour automatiser l'envoi des mails, les relances pour les factures. Ça peut être ta manière de communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, tu vas en chassant les secondes ou les minutes perdues, tu vas optimiser ton temps. Et ça, c'est souvent la clé quand t'es chef d'entreprise. Et tu vas aussi chercher, on appelle ça le A/B testing, c'est-à-dire tu vas aussi chercher à améliorer ton process pour qu'il soit efficient et que tu aies plus de résultats. Donc si tu es tout de suite dans cette démarche-là dès le début et que tu mets en place cette règle sur tout ce que tu fais, du coup, très rapidement, en fait, souvent on dit que c'est une montagne de mettre en place des process dans une entreprise, mais il faut commencer par un bout, par un coin du projet. Et petit à petit, tu vois l'intérêt d'avoir ces process, parce que ça te rassure aussi, entre guillemets, en disant, voilà, même si c'est des tâches un peu robotiques, ça te permet quand même d'être sûr, de dire, ok, pour quelqu'un qui a très peu d'expérience dans un domaine, je peux suivre une formation avec des process, ça me rassure. Et du coup, si tu es rassuré, par exemple un commercial, s'il est rassuré, il sera meilleur parce qu'il pourra se concentrer sur la culture du client et la découverte des besoins ou des envies. Tout à fait, il y a un gain de temps également, puisque comme tout est écrit, tu sais exactement ce qu'il y a à faire, c'est un automatisme, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu sais comment ça fonctionne. Ouais, il y a plein de livres sur justement la 25e heure par exemple, où il y a plein de livres comme ça qui parlent justement de la gestion du temps, et ils évoquent souvent l'organisation, prendre du temps, des fois il faut perdre du temps pour en gagner demain. C'est vraiment le cas, c'est-à-dire des fois il faut se poser, mettre en place le process, toujours être dans l'analyse des résultats, mais derrière après une fois que c'est mis en place, ça va justement te permettre de gagner du temps. Et comme on disait au tout début, faut pas croire quand tu commences et que tu veux ouvrir ton entreprise, tu bosses énormément, tu travailles beaucoup plus d'heures qu'en temps normal en tant que salarié. Quand tu rentres le soir aussi, souvent tu fermes ton PC et quand tu es salarié et tu peux vaquer à tes occupations. Nous, quand tu es chef d'entreprise, si t'as pas ton process, quand tu fermes ton ordinateur, le soir tu commences à mouliner. Ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, t'es constamment activé. Alors que quand tu as des outils comme un CRM de gestion client ou de facture, quand tu as des process qui sont automatisés, quand tu fermes ton ordinateur, le lendemain, tu as déjà tes relances, tes to-do list, tu as déjà tout qui est en place pour que tu puisses commencer sereinement ton activité. Et aussi très rapidement basculer sur ce qui est générateur de chiffre d'affaires et de bénéfices. C'est la partie commerciale, relation client, et ça, ça veut dire que pour avoir le temps de le faire, il faut que tout le reste soit bien fait déjà, quoi. Tout à fait. Pour revenir sur d'autres aspects, comme tu le dis, on est chef d'entreprise, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail tout au long de la semaine ou tout au long de l'année. Ça a un impact certainement sur la vie privée également. Comment tu as réussi aujourd'hui à marier les deux correctement? Je donne souvent l'exemple dans le football ou dans les sports. Quand tu montes une équipe pour ton entreprise, il te faut un défenseur, un attaquant, un goal, etc. Mais il y a aussi le public autour et l'entraîneur à côté, donc le mentor. Et je pense que c'est vraiment important que la famille adhère au projet, ainsi que les amis proches,
adhèrent au projet que tu vas mener, parce que c'est un combat ou c'est un match comme le match de foot, et il te faut ces encouragements, il te faut ces personnes autour de toi qui sont convaincus que le match il faut le jouer, qu'il faut le gagner, et que tu as les qualités pour y arriver. Donc je pense que déjà j'invite tous les gens quand ils vont se lancer à ne pas mettre de côté l'aspect privé, parce que c'est primordial. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas. La courbe de psychologie, dans une même journée, tu peux avoir une bonne, une mauvaise nouvelle, et tout ça va fluctuer en cycle, tout le temps. Donc du coup, quand tu fais des efforts, par exemple finir tard, faire une nocturne, ou prendre sur le week-end qui est normalement dédié à la famille, etc., c'est faire des concessions. Et donc du coup, il faut que sur le banc, tu aies des gens qui comprennent ces concessions, et qui faut leur donner aussi des deadlines, des dates, en disant voilà, bon, bah, ces concessions-là, sache que là pendant 3 ans, 5 ans, je vais les faire. Est-ce que tu es OK là-dessus, etc. Donc d'un point de vue de nos conjoints ou de nos familles et amis proches, c'est important de les avoir à ses côtés, et donc de leur faire part de ce qu'on vit au quotidien, des enjeux, et ils comprendront plus facilement quand on répond 3 fois non à une invitation. Et c'est sûr que par rapport à la vie privée, à sa famille, c'est plus simple quand tu démarres jeune, quand tu crées une entreprise jeune. Moi, c'est ce que je disais, c'est que par exemple la rentabilité, je l'avais pas au bout de 3 ans, donc du coup j'étais prêt, j'avais pas de crédit sur les épaules, j'avais pas j'étais pas marié à ce moment-là, pas de famille, pas d'enfants, etc. Donc du coup c'est plus simple. Aujourd'hui, si t'as pas le feu vert et l'accord de la famille, je me lancerai pas dans cette idée-là, quoi. C'est un trop gros risque à ce moment-là. Oui, en tout cas, c'est vraiment porter sur ses épaules trop de charges, quoi. Si en plus tu dois si ton combat il est pendant la journée, et ensuite tu dois te justifier le soir, et qu'il y a une incompréhension, etc., ça crée des ondes quand même négatives ou perturbantes. Et le chef d'entreprise n'est pas, on peut pas dire qu'il est dans les bonnes conditions pour donner le meilleur de soi-même, quoi. Courant de ta carrière, il y a certainement eu des moments où tu as dû prendre des décisions plus importantes que d'autres. Il y a peut-être eu des fois où tu t'es trompé. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où tu as pris une décision et plus tard tu l'as regretté? Ou d'un risque que tu as pris, que tu, maintenant, en pesant le pour et le contre, tu te dis j'aurais mieux fait de pas le prendre, ce risque? J'avouerais que non, parce que j'ai pas d'exemple concret, parce que déjà dans ma philosophie il y a une notion différente entre avoir des regrets et des remords. Les regrets, c'est je regrette d'avoir fait quelque chose, et les remords, c'est je regrette de pas l'avoir fait, quoi. Et moi j'ai vraiment eu cette chance de toujours avoir eu l'occasion d'aller au bout de mes idées ou de mes efforts ou de mes risques, et d'en assumer les conséquences, et de dire soit je gagne, soit j'apprends. Donc je me suis planté dans beaucoup de sujets. C'est pour ça que je parle de laboratoire. Pour trouver la bonne formule, faut tester 10 000 choses. Donc tu te foires beaucoup plus que tu gagnes, hein. C'est un peu l'iceberg, la partie visible et la partie non visible, hein. Mais en tout cas, je suis vraiment assez apaisé là-dessus, parce que tout ce que j'ai pris comme risque aujourd'hui, c'est assumé. Et puis ça m'a permis d'être ce que je disais avant, qui tu es aujourd'hui, c'est la multiplication des échecs, et en plus de la multiplication des gens que tu rencontres, quoi. Alors justement, sans ces risques-là, tu n'en serais pas où tu es aujourd'hui? Non, pas du tout. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en avant un petit peu dans mes podcasts. C'est que justement, l'entrepreneur, c'est pas juste, voilà, je crée mon entreprise et puis c'est parti, ça va rouler tout seul. Il y a des décisions à prendre, il y a des risques à prendre, des fois on se plante, mais comme tu le dis, il faut pouvoir assumer, pouvoir rebondir derrière. Et c'est tout ça qui fait le parcours d'un entrepreneur jusqu'à ce qu'on puisse vraiment parler de réussite. Ne pas avoir peur de l'échec. La gestion de l'échec, c'est évidemment psychologiquement compliqué, parce que on perd confiance en soi, etc. Mais c'est vrai que travailler sur cet aspect-là, en tout cas, c'est un élément que je souhaiterais vraiment que les syndicats comme le MEDEF ou la CGPME, la CCI, voilà, je pense qu'il y aurait un effort à faire à ce niveau-là. Je fais un appel ça doit déjà exister, mais c'est pas encore démocratique.
démocratiser, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait l'aspect psychologique qui rentre là-dedans, parce que c'est que de la psychologie. L'énergie, c'est ça, quoi. C'est d'être bien dans sa tête. Si t'es bien dans ta tête, t'es bon sur ton travail. Après, que ton business plan il tienne la route, qu'il soit mauvais, qu'il faut le retravailler, etc., c'est encore autre chose. Mais l'aspect psychologique, ça détermine tout. Et je pense qu'il y aurait un accompagnement à faire auprès des chefs d'entreprise. Comme je disais, il n'y a pas d'école, mais en tout cas, il y a des accompagnements qui peuvent être faits. Et cette faculté-là de rebondir, c'est important. Est-ce que justement tu as des livres ou des choses comme ça que tu as lus, des choses qui t'ont appris justement à avoir cet esprit d'entrepreneur? Je pense qu'il y a la compétition, il y a le sport qui rentre en compte, donc j'encourage tous les gens qui ont des enfants à leur faire un minimum un sport co pour jouer collectif, et aussi un sport où il y a du challenge derrière. Donc ça c'est important parce que dès le plus jeune âge, on comprend qu'il faut jouer collectif pour réussir. D'ailleurs, c'est un bon exemple de ce qui s'est passé avec le confinement. On s'est tous rendu compte que même si on était individualiste, t'es quand même tributaire de ton voisin ou de la personne de 70 ans, etc. Parce que tu seras quand même confiné si à côté les gens ne feront pas les bons efforts et jouer collectif. Donc du coup, ça a été un très bon exemple. En ce moment, je lis L'Art de la guerre, qui est un livre que je conseille aussi à beaucoup de chefs d'entreprise, surtout quand ils démarrent pour la première fois et qui sont primo-entrepreneurs. Et une fois que tu as fait le sport, que tu as la culture, il y a aussi les arts martiaux. Moi, j'ai fait de l'aïkido. Et c'est mon papa qui m'a inscrit quand j'étais plus jeune, et ça m'a quand même apporté aussi une culture dans l'entrepreneuriat, les arts martiaux, le respect de son adversaire, comment gérer les énergies de l'autre, de soi-même, etc. Donc je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais en tout cas dans ma famille, aucun n'était entrepreneur, donc j'ai pas été baigné là-dedans. Il n'y a pas une hérédité possible là-dedans. Par contre, j'ai été baigné dans le sport collectif, le challenge, les compétitions, et après il y avait ce côté grain de folie. Qui fait partie de cette fois-ci de mon caractère, qui fait que du coup il y a de l'audace, il y a l'envie de toujours aller plus loin, cette curiosité, l'envie de se dépasser, et tout ça fait que du coup t'as le bon terreau pour travailler, quoi. Alors en sport co, justement, tu en pratiquais, tu faisais quelque chose? Ouais, le foot, je suis un footeux. Donc du coup, ce que je disais avant aussi, il y a des libéraux, il y a des attaquants, il y a des gens qui doivent être au goal, il y a de la pression, il y a de la compétition, mais tu peux pas gagner, même si tu t'appelles Neymar, tu peux pas gagner le championnat sans une équipe. Donc t'as beau être super talentueux, si t'as pas à côté de toi des gens à qui ont confiance, que toi t'as confiance et qui ont confiance en toi, ça matchera pas, quoi. C'est ça. T'as beau être le meilleur attaquant du monde, si t'as pas de ballon dans les pieds, voilà. Tu peux rien faire. Exact. Aujourd'hui, justement, t'as ton entreprise, ça tourne bien, avec ton esprit d'entrepreneur, etc. Toi, t'as un métier, comme tu le disais tout à l'heure, où t'es au contact des gens, t'as envie de créer de l'émotion, d'être avec eux. Comment aujourd'hui tu vois ton avenir? Que ça soit dans l'événementiel ou un autre secteur d'activité, on va toujours parler de s'adapter entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de temps à comprendre la demande, parce que mine de rien, créer du lien, que ce soit de manière digitale ou présentielle, il y a toujours ce besoin-là de connecter les gens. Et mon métier, c'est ça, c'est de faire en sorte que on capte l'attention des gens et qu'ils mémorisent le message qu'on va leur donner. Donc du coup, on s'intéresse beaucoup à sonder nos clients, leurs besoins, leurs stratégies. Et nous, notre job, c'est de s'adapter. Et ça, c'est pas que dans l'événementiel, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans l'immobilier, dans la photographie. On s'adapte aux clients à leurs demandes, et on essaye de leur proposer des choses, et on utilise l'expérience qu'on a pour diriger vers la gauche, vers la droite, etc., quoi. Donc nous, s'adapter, donc il y a un côté flexible qu'il faut avoir dans sa société. Parce que c'est sûr que quand tu as une société qui a énormément de charges, etc., c'est toujours plus compliqué de faire des virages à 360.
mais quand tu arrives à trouver le juste milieu, c'est quand même plus facile pour aborder un avenir, même si aujourd'hui les chefs d'entreprise n'aiment pas l'incertitude. Les CODIR, les comités de direction aujourd'hui, ne sachant pas comment, il y a tellement d'hypothèses qui sortent que du coup ils vont pas prendre de risques sur 2021. Donc je le sens très calme en 2021 et une reprise en 2022 sans surprise. Sur de nouveau la création de richesses, etc. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui vont quand même se faire en arrière-plan. Il y a plein de stratégies qui se mettent en place, plein de choses, d'organisation, d'opération. On parle d'industrie qui va revenir en Europe. Donc on va voir aussi les choses se mettre en place. Ça va pas se faire en 2 secondes, hein. Mais par contre, je pense que tout ce temps-là va être fait pour retravailler un nouveau modèle économique qui fonctionnera. Et de toute façon, à la base, un modèle économique fonctionne. Donc faut juste le trouver le bon. Mais quoi qu'il se passe, il y aura un redémarrage. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans les autres crises, comme la crise de 2008, où il y a eu aussi un crash, et ça a pris 2 ans pour après renouveler avec une progression, quoi. Alors au début, quand il y a eu justement au début de cette période, quand il y a eu le confinement, tout le monde se voyait avec les entreprises fermées, on savait pas trop comment allait être l'avenir. Toi de ton côté, tu as pris un moment de réflexion et puis tu as lancé Influeco. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Comment est venue cette idée et qu'est-ce que c'est ? Alors moi c'était le pessimisme ambiant qui m'a poussé à créer Influeco, parce que j'avais envie d'être enrichi par des exemples positifs et inspirants. Donc du coup, c'est né du fait que quand j'ai vraiment arrêté d'écouter les médias qui 24 heures sur 24 étaient dans l'analyse de ce qui se passait et qui n'avaient pas forcément d'ondes positives et inspirantes pour moi en tant que chef d'entreprise. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives autour de nous, dans nos contacts, qui sont en train de se réinventer, qui sont en train d'imaginer un avenir différent. On parle de circuits courts, on parle d'économie climatique, on parle d'énormément de sujets. Et je retrouvais pas ça dans les médias. J'avais plutôt les constats, la partie vraiment les fermetures, les baisses, les problèmes que ça engendrait. Et je sais qu'il y avait déjà à ce moment-là des gens qui étaient déjà dans l'anticipation de l'avenir, etc. Et c'est un média qui, à son niveau, influence le spirit, la psychologie. Parce que quand tu vois des vidéos Influeco, soit tu apprends quelque chose parce qu'il y a forcément des transmissions de savoir, ou soit tu ressors en disant ok, ben il a réussi lui à faire ça, ben moi aussi je pourrais y arriver. Pourquoi lui et pas moi? Donc du coup c'est pour moi ma manière aussi à moi personnellement, ma thérapie à moi. Et en plus je me suis dit ben si ça marche pour moi, ça peut marcher pour d'autres. Et c'est le cas parce qu'aujourd'hui on a une belle communauté qui suit nos vidéos. Et on a eu beaucoup de demandes de gens qui veulent être interviewés parce qu'ils ont des choses à dire. Et ce que tu fais, toi, Steve, ça rentre là-dedans, c'est le partage de richesses et d'échanges sur l'expérience des gens, leur parcours et aussi comment ils voient l'avenir. C'est très très intéressant pour un chef d'entreprise de voir un petit peu comment les autres se positionnent. Ça leur permet en eux de faire avancer aussi leur propre stratégie, quoi. Alors pour ceux qui connaissent pas justement Influeco, c'est des petites vidéos. Tu peux les présenter en quelques secondes et dire où on peut les retrouver aussi, où est-ce qu'on peut les voir? Alors donc vous pouvez taper influ-eco.tv, assez simple à retenir. Donc c'est un média qui est basé sur la mode combini et brut. Ce sont des vidéos assez courtes, basées sur le personal branding. Donc on est focus sur la personne. Donc on va interviewer le chef d'entreprise ou le manager d'une équipe, et cette personne va sur un sujet bien précis nous parler de son avis, de ses astuces, ses conseils.
vous retrouvez plusieurs catégories, que ça peut être dans l'emploi, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans l'actualité et l'événementiel. Vous avez plein de catégories et vous pouvez retrouver des personnes peut-être que vous connaissez déjà, que vous aviez peut-être vu aborder rapidement à une soirée. Là, cette fois-ci, ça vous permet de redécouvrir un peu plus en détail la personne et bien sûr peut-être de créer du lien. Je reviens sur mes premiers amours, l'événementiel. Tout ça, c'est fait aussi pour faire de la remise en relation, un peu comme une agence matrimoniale, mais version entrepreneur, quoi. Beau projet en tout cas. Merci. C'est quelque chose que tu comptes te faire perdurer dans le temps? Ouais. Là, j'ai pris des rendez-vous en Suisse parce que j'aimerais aussi chercher la culture de nos voisins. Donc du coup, j'ai déjà des interviews qui sont programmées en Suisse et en Allemagne pour aussi qu'il y ait ce côté partage. Vu que les vidéos sont sous-titrées, on peut sous-titrer en plusieurs langues. Donc ça, c'est pas un souci. Et vraiment enrichir de plus en plus avec peut-être d'autres formats, des formats différents de vidéos. Toujours axé sur le côté 100% inspirant et 100% économique. Autour de ce projet, j'imagine qu'il y a quand même une économie, parce que ça coûte quand même de l'argent de faire ces vidéos, etc., les diffuser autres. Est-ce que tu peux dire un petit mot de comment ça fonctionne? Ouais. Alors actuellement, c'est purement de l'investissement de ma part. C'est-à-dire que sur cette première année, pour vous donner une idée, c'est à peu près un coût de 30 000 euros. L'investissement entre la partie structurelle, la partie opérationnelle, les vidéos, les tournages, les montages, la publicité qu'il va y avoir aussi bientôt sur les 4x3 et autres médias. Donc du coup, c'est un investissement et le modèle économique, bien sûr, pour qu'il soit rentable, ce sera d'avoir des sponsors sur différentes catégories. Comme un peu aujourd'hui on peut sponsoriser la catégorie météo quand on fait la radio ou de la télé. Là on pourra sponsoriser une catégorie emploi ou une catégorie immobilier. Donc ça sera sur ça qu'on va pouvoir aussi enrichir le projet et sur la demande des gens aussi proposer des vidéos beaucoup plus publi-reportage, où cette fois-ci on rentre dans l'entreprise et on présente plus en détail l'entreprise et ses atouts par rapport à leur marché, quoi. Et en termes de diffusion, tu comptes rester sur ton site internet? Tu as d'autres idées en tête, quelque chose de plus grand? Parce qu'à partir du moment où j'imagine tu as envie derrière d'avoir quelque chose qui tourne économiquement, j'imagine qu'en termes de diffusion, il faut aller au-delà de ce qui existe actuellement. Ouais. Alors, il y a des choses qui existent en termes d'application. On peut aujourd'hui voir des mini-séries. Donc, tu télécharges l'application et tu peux switcher le contenu un peu comme un TikTok, quoi. Finalement, TikTok, tu connais, tu y es déjà dessus. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, je peux proposer une application et puis switcher et voir l'interview si ça me plaît, rester dessus. Si ça me plaît pas, passer sur une autre catégorie. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même du contenu à la demande, mais aussi de se laisser surprendre. C'est-à-dire que des fois, on va regarder une vidéo parce qu'on sait ce qu'on recherche, mais des fois, on peut avoir une bonne surprise en tombant par hasard sur une vidéo. Et donc du coup, l'idée, ce serait d'aller vers ça, de se tendre vers du contenu qui serait alimenté par nos soins et qui serait justement accessible plus facilement aux gens à travers une application, quoi. Ok. Et tout ce projet-là, s'il n'y avait pas eu le confinement, ça n'aurait pas eu lieu. Non, j'aurais pas eu le temps de le développer. Et bien sûr, non, c'est l'aspect confinement et tout son aspect psychologique qui m'a amené à aller sur ce chemin-là, quoi. Bon, on dit ça, ma femme et moi en général, c'est en général quand il se passe quelque chose de mauvais, derrière c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux qui ressorte. Mais ça sort pas tout seul, il faut aller le chercher, il faut se donner le temps et l'énergie d'aller le chercher. Et c'est quelque chose que tu as fait sur ce coup-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Maintenant, les mettre en application, c'est encore un autre cheval de bataille. Donc du coup, effectivement, je pense qu'une idée doit être testée. J'ai la chance d'avoir eu les moyens d'investir, parce que ça aussi, se dire que la première année tu fais pas de bénéfices et que c'est un investissement, c'est osé, mais en même temps, quand tu développes un projet, tu te donnes à cœur. Donc il y a le côté après challenge, en disant si j'ai mis
30 000 euros dans ce projet, je veux qu'il réussisse. Donc tous les jours, tu as cette motivation que d'aller au bout de la chose et donc d'être motivé à ce que ça marche et que ça fonctionne. Et après, il faut aussi avoir ce que je disais aussi avant, entre têtu et être persévérant. Là, moi-même, je ne connais pas encore la différence qu'il y a entre les deux, mais en tout cas, je saurais que quoi qu'il se passe, ce projet, qu'il soit peut-être géré par quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre viendra me dire moi, j'ai envie de développer ce produit. Je lui dirai très bien, tu peux continuer et le travailler et le formaliser à comme tu le souhaites. Donc du coup, voilà, je me laisse aussi le temps de voir là sur 2020, 2021 comment ça se positionne et toujours s'adapter au marché. Peut-être que quand on n'aura plus d'audience et que les vidéos ne fonctionneront plus, ce sera peut-être le moment de dire il faut faire différemment. Mais je reste convaincu qu'il faut investir dans notre psychologie et dans notre inspiration. Il faut être inspiré au quotidien, faire des captures d'écran de tout ce qu'on voit qui nous plaît, d'avoir des livres audio dans la voiture ou des podcasts comme ce que tu fais, Steve, pour s'enrichir, se cultiver et toujours avoir l'impression tous les jours de dire ok, je suis meilleur qu'hier et moins bon que demain. Donc tous les jours, hop, j'apprends de nouvelles choses, je me forme, je m'entoure d'autres personnes qui ont des compétences similaires ou complémentaires et j'ai l'impression que mon chemin il est quand même évolutif et que ça grandit, quoi. Pour revenir à ce que tu as déjà dit plusieurs fois, justement, toi, tu aimes avoir le relationnel, créer des contacts entre les personnes. De mémoire, il y a quelques années, tu as créé sur Facebook aussi un petit groupe qui s'appelle #Je recommande. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et comment t'es venue cette idée-là? Alors, l'idée, c'était de dire qu'en fait, on connaît autour de nous des gens qui cherchent un job et on connaît autour de nous ou quand on va se balader dans la rue, on voit souvent des annonces comme quoi il se passe des choses dans l'emploi, dans ce magasin ou dans cette entreprise. Et il y a une troisième catégorie des personnes, c'est les entre-deux. Ceux qui en fait travaillent mais qui ont pas de job à offrir, etc. Et en reliant ces trois catégories, l'offre, la demande et les gens au milieu, du coup dans Je recommande, tu peux soit poster ce que tu vois comme offre d'emploi dessus dans différentes catégories, soit tu peux mettre ton CV ou dire que tu cherches dans cette catégorie-là. Et c'est surtout, je compte sur la troisième catégorie, c'est ceux qui peuvent mettre en relation. C'est-à-dire que tiens, par exemple à Mulhouse Centre, il y a un magasin de sport qui cherche un vendeur spécialisé dans le sport. Tiens, moi je connais que mon beau-frère, il adore le sport, il habite au centre-ville et il cherche un job dans la vente. Du coup, je vais marquer quand je vois l'annonce comme quoi le magasin de sport recherche, tiens, je recommande Mathieu qui lui pourra du coup être il habite dans le centre-ville, il aime le sport, il aime la vente, il est formé là-dedans, je recommande cette personne-là, quoi. Donc du coup, ça joue là-dessus sur la recommandation. Ça marche beaucoup dans l'entrepreneuriat déjà maintenant. Donc l'idée, c'était de le faire dans le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, on a 12 000 membres dans ce groupe et tous les jours, on a vraiment des bons succès. On voit que ça marche. L'information circule, la communication est qualitative. On enlève vraiment tout ce qui parasite les choses, les publicités, etc. On enlève vraiment ça. Donc c'est pour ça que c'est un groupe privé. Et donc du coup, vous pouvez le rejoindre. #Je recommande Orin. Et du coup, vous pourrez voir pas mal de choses au niveau de l'emploi et de la formation. Okay. Et donc c'est sur Facebook. Facebook, parce que c'est là où sont les gens pour le moment, et quand ce sera le temps de migrer sur d'autres réseaux, on suivra la tendance. Mais actuellement, c'est le bon canal. Souvent, on a envie de créer des applications, des sites internet, etc. Mais quitter un environnement où on est à l'aise, où on navigue naturellement, c'est jamais bon de faire de les envoyer ailleurs. Donc, je dis souvent, quand on a un produit, il faut et un service ou une organisation, il faut être là où les gens sont. Et pas forcément leur demander de migrer ailleurs, quoi. Ça fait pas mal d'activités différentes que tu as. Beaucoup de travail, j'imagine, beaucoup de temps passé. Comment est-ce que tu arrives à décompresser, justement? Parce qu'il y a un moment, on a besoin de décompresser. C'est quoi ton petit truc à toi? Alors, depuis peu de temps, le jardinage.
alors que je suis pas du tout manuel, mais je prends un kiff extraordinaire à me vider la tête là-dedans. Et le cinéma, parce que j'aime bien cet univers-là, où tu rentres dans une histoire et du coup, du début à la fin, avec l'intrigue, ça te permet vraiment de couper, on va dire, avec tout ce que tu as à côté. Donc du coup, bien sûr, les amis aussi qui sont là pour donner du baume au cœur avec la famille. Donc du coup, voici mon top 3 pour évacuer et sortir de l'aspect trop travail, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as été à l'œuvre à l'origine, dont on n'a pas parlé, ou peut-être on connaît pas forcément ou j'ai été business angel sur différents dossiers. Il y en a un qui marche encore aujourd'hui, qui s'appelle La Loge du Temps, qui est une escape game et qui est vraiment une belle aventure humaine avec un bon projet. C'était la première escape game de Mulhouse avant que la tendance arrive. Donc du coup, c'est vrai que si jamais il y a des gens qui ont des projets ambitieux, qui cherchent un business angel pour lancer et démarrer la machine, ils peuvent me contacter sans problème, parce que soit je pourrais les mettre en relation avec d'autres personnes, soit moi-même je pourrais les accompagner dans leurs projets, que ce soit d'un point de vue conseil financier ou même les ressources qu'on peut avoir, comme des bureaux, comme des ressources humaines ou autres, quoi. Alors c'est vrai que toi ici, justement, là on est à Mulhouse dans tes bureaux, tu travailles avec pas mal d'autres entreprises. C'est des entreprises que tu as vu grandir, que peut-être tu as aidé à grandir, vous avez grandi ensemble, c'est des personnes que tu connais, comment... Je pense que il y a une dynamique de travail. Ici, dans le coworking dans lequel on est, là, qui s'appelle l'espace Réunion, c'est une pépinière avec plusieurs bureaux et plusieurs entreprises. Les gens peuvent venir à la carte, soit à la demi-journée, soit au mois, soit à l'heure. Et donc, du coup, quand tu es dans un environnement de travail, quand tu es entouré de gens qui sont pleins d'idées ou pleins de force, de dynamique, du coup, c'est un peu une spirale qui te tire vers le haut, quoi. Donc je pense que moi-même j'en bénéficie de cette énergie-là et c'est stimulant et je pense qu'on grandit en fait ensemble, parce que du coup quand tu es entouré des gens positifs et des gens qui sont dans l'œuvre, qui œuvrent vraiment, qui sont dans l'action, c'est toujours agréable, parce que des fois il n'y a pas que moi qui fais des tests, j'ai peut-être d'autres entreprises qui vont faire des laboratoires, des testings, des choses comme ça, et toi tu vas pouvoir aussi t'enrichir de cette expérience-là. Donc il faut beaucoup communiquer, beaucoup partager, et donc du coup partager des bureaux comme ici à Mulhouse, c'est vraiment le top, quoi. Alors c'est quelque chose qui revient souvent justement dans ce que tu dis, c'est les rencontres, c'est les autres, c'est les gens, c'est mutualiser. Voilà, ouais. c'est l'humain en fait. Un entrepreneur seul dans son coin, c'est compliqué, je pense, de réussir. Le fait de savoir s'entourer, de rencontrer les bonnes personnes, éventuellement de travailler, comme tu disais ici, dans un bureau en coworking, c'est quelque chose qui aide à grandir, qui aide à aller plus loin. Ouais, je pense que c'est stimulant. Ça amène aussi quand on a des doutes sur des décisions, on peut prendre le temps d'en discuter avec d'autres personnes, parce que souvent quand tu en parles à ta vie privée, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants pour te donner un vrai conseil. Eux, ils vont te donner un conseil bienveillant. Mais attention, entre un conseil bienveillant et un conseil judicieux. Et souvent, on a tendance à demander à sa famille, des fois, on leur pose des questions, et souvent, ils veulent vraiment te protéger et vont pas forcément avoir une vue professionnelle. Donc, c'est pour ça que le fait de partager tout ça avec d'autres chefs d'entreprise, c'est aussi un autre son de cloche. Je dis pas qu'il faut écouter tout ce qu'on te dit, je dis juste que ça alimente ta réflexion personnelle et que c'est juste des éléments qui te permettent à toi de prendre la décision au final. L'idée c'est pas de remplacer tes décisions par quelqu'un d'autre, mais juste de pouvoir être inspiré en disant ok, je veux aller dans ce sens-là, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue de ton niveau, et ça permet de t'aider, ouais. Pour conclure, parce que ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on discute, presque 1 heure, quand même ça passe. Si tu avais justement un conseil à donner à maintenant un jeune qui veut se lancer, qui a un projet d'entreprise, par quoi est-ce qu'il devrait commencer? Quel serait le conseil que tu pourrais lui prodiguer pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son projet? Je dirais qu'il faut avoir de l'audace. L'audace, c'est quelque chose qui
qui permet, quand tu as 20 ans, d'aller rencontrer des grandes entreprises. L'audace, c'est ce qui te permet d'aller dans un marché dans lequel tu n'irais pas parce que tu te dis que tu n'as pas confiance en toi ou que tu n'as pas d'expérience là-dedans. L'audace t'amène à peut-être à prendre ta voiture pour aller à un rendez-vous à Paris alors que normalement t'as pas l'occasion d'y aller pour plein de raisons, mais je pense que il faut avoir de l'audace, être audacieux dans ce qu'on fait et fournir un travail. Faut toujours faire un peu plus que les autres et souvent quand tu te motives comme ça, en te tirant vers le haut, en te disant, en te comparant pas au moins bon mais toujours au meilleur, je pense que ça t'amène dans des endroits, dans des univers que normalement tu te dis c'était pas fait pour moi quoi. Et souvent c'est là où tu réussis très fort. Soyons audacieux. Pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Tout à fait, ouais. Très bien. Merci pour ton temps, merci pour cet échange. Merci Steve. Merci Jonathan, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à prendre quelques instants pour partager cet épisode sur vos différents réseaux, le noter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.